Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre nouveau numéro. L'entretien, aujourd'hui, nous recevons Manix Iyenda. Il est analyste politique et membre du parti politique LGD. Avec lui, nous allons échanger sur la quid de la RDC face à l'ONU. Sur C, je le reçois, il est là avec moi. Je dis bonjour, monsieur Manix. Bonjour, madame Teza. Comment vous allez? Ça va très bien, au rythme du rythme. Comment se porte le LGD? LGD se porte à merveille. Nous continuons d'évangéliser la bonne nouvelle du leadership et gouvernance pour le progrès de la nation. C'est vrai que c'est un jeune parti politique qui a vu le jour. Ça fait pratiquement aujourd'hui 5 mois d'existence, allais-je dire. Mais nous continuons d'installer notre parti dans pratiquement toutes les provinces de la République. Ici à Kinshasa, nous avons déjà installé les partis dans tout le district. Et d'ailleurs, demain, on va inaugurer les bâtiments de notre district, donc la fédération de Funa. Et donc le parti se porte à merveille. Nous sommes un parti présidentiel. Nous avons un candidat président de la République. Et donc le défi est tellement grand, au-delà de la mobilisation, au-delà de l'implantation. Nous devons présenter l'offre politique de qualité telle que présentée par les partis, la vision du candidat, le professeur Augustin Matata Mponyo Mapon, en vue de rafler, pourquoi pas, la majorité présidentielle autant pour la majorité parlementaire lors des élections de 2023. Il est ici à Kinshasa? Oui, Matata est à Kinshasa depuis longtemps. Nous étions avec lui à Kindu. Il est ici à Kinshasa. Il continue son travail en tant que Congolais. Il a repris son activité parlementaire en tant que sénateur. Et donc, demain, on sera avec lui comme président national du parti pour la coupure de ruban par rapport à l'inauguration de notre siège de Funa. Voilà. Comment se porte la RDC? C'est dans un état de coma. Il nous faut beaucoup plus de courage d'État pour ressusciter la République, contrairement à ceux qui disaient que le Congo était déjà mort, même si le Congo était déjà décédé. Je pense que nous devons quand même user de cette audace d'État pour ressusciter la République, d'où l'importance effectivement d'user de notre formule magique que nous appelons le binôme Mapon, leadership et gouvernance de qualité. Aujourd'hui, ne serait-ce que le secteur social, le secteur économique, tous nous sommes d'accord que tout est en berne. La situation économique du pays est tellement catastrophique, les répercussions, l'éducation de qualité, il n'y a pas de... Déjà même, on nous a vendu avec cette politique Voilà. Avant cela, on va d'abord suivre l'extrait de l'entretien de nos confrères de France 24 avec le patron de l'ONU et on se retrouve juste après. Qui les attaquent et de leur garantir la protection. Mais on est dans une situation extrêmement difficile. Vous voyez, l'M23. L'M23 a été, comme vous savez, la raison de ces dernières manifestations. Le fait que les Nations Unies ne sont pas capables de battre l'M23. La vérité, c'est que l'M23 aujourd'hui est une armée moderne, avec des équipements lourds, qui sont plus perfectionnés que les équipements de la MONUSCO. Et viennent-ils du Rwanda, ces équipements? Ils viennent de quelque part. Bon, vous semblez dire oui. Ils viennent de quelque part. De quelque part d'à côté. Ils ne sont pas nés dans la forêt. Ils viennent de quelque part. Alors, ce qu'il faut, à mon avis, et c'est l'essentiel, c'est de trouver
une discussion sérieuse entre le Congo, le Rwanda et l'Ouganda pour qu'on puisse avoir une perspective conjointe pour éviter cette permanente situation qui nous fait toujours, quand on a un progrès, venir en arrière. Il faut que ces pays se comprennent mutuellement et il faut que ces pays coopèrent effectivement pour la sécurité de l'Est du Congo et aussi pour les garanties de sécurité, il ne faut pas l'oublier, du Rwanda et de l'Ouganda. Il ne faut pas oublier que l'ADF est un mouvement originaire de l'Ouganda. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore dans le Congo le FDLR, je ne sais pas comment on dit ça en français, qui est un mouvement sorti des génocidaires des Hutus. Alors, il y a des préoccupations de tous les pays. Il faut qu'ils s'entendent parce que penser qu'une force de maintien de la paix peut résoudre des problèmes. Quand il y a maintenant des forces militaires extrêmement bien armées, c'est impossible. Et les populations, naturellement, ne le comprennent pas. Et pour nous, c'est une énorme... D'ailleurs, c'est un problème général sur le futur des opérations de maintien de la paix. Les opérations de maintien de la paix étaient faites pour maintenir qui les attaquent et de leur garantir la protection. Mais on est dans une situation extrêmement difficile. Vous voyez, l'M23. L'M23 a été, comme vous savez, la raison de ces dernières manifestations. Le fait que les Nations Unies ne sont pas capables de battre l'M23. La vérité, c'est que l'M23 aujourd'hui est une armée moderne, avec des équipements lourds qui sont plus perfects. Voilà, M. Manix, vous avez suivi le patron de l'ONU. Quelle est votre analyse? Je pense que ce qu'a dit le secrétaire général de l'ONU est quand même très grave à l'égard d'un État souverain comme la RDC. D'abord, la première des choses, le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, reconnaît que le M23 est une armée moderne. Ça, c'est quand même très grave, parce que lorsqu'on parle d'une armée moderne, c'est-à-dire c'est une armée validée, reconnue de manière officielle par des instances de droit international, comme le cas de l'ONU. C'est quand même très grave. C'est une sorte de légitimation de l'ONU à ces groupes rebelles. La deuxième chose, le secrétaire général de l'ONU reconnaît l'incapacité de la MONUSCO, enfin la MONUSCO qui est une représentation de l'ONU, de faire face à ces groupes armés par le simple fait que ce groupe détient des armements plus lourds que l'ONU. C'est quand même très grave, alors que l'ONU, c'est pratiquement le concert de plusieurs nations qui conjuguent des efforts du point de vue des stratégies militaires, sécurité et défense, avec comme mission traditionnelle la mission de paix au sein du continent africain, en l'occurrence le cas de la RDC. Et troisièmement, ça je crois que c'est un enseignement attiré dans le discours du secrétaire général de l'ONU. Tous on a compris que M. Antonio Guterres veut contraindre la RDC à négocier avec le groupe rebelle. Et encore que l'ONU veut contraindre la RDC à négocier, à dialoguer avec un État que nous considérons comme un État agresseur. Alors que quand vous entendez M. Antonio Guterres, vous ne sentez pas une sorte de responsabilité endossée sur le dos du Rwanda. Alors que tous les faits sont là, le rapport sont là, et même le rapport de la MONUSCO qui a quand même établi un certain degré de responsabilité à charge du Rwanda comme un État agresseur. Et donc aujourd'hui, on comprend que l'ONU a totalement isolé la RDC, et la RDC aujourd'hui fait cavalier seul. Mais quand vous allez encore plus loin, lors même du discours du président de la République, malheureusement, le président n'a pas su adapter son discours par rapport aux propos tenus, à des jours même de la tenue de cette 77e Assemblée générale des Nations Unies, pour effectivement répondre à l'ONU, séance tenante, du haut de la tribune des Nations Unies, parce que le propos de M. Guterres, c'est un discrédit sur un État souverain, sur un État indépendant, et surtout que lorsqu'on se retrouve dans un concert des nations, dans une organisation à vocation internationale, comme c'est le cas pour l'ONU, le principe des bases, c'est les égalités des États. Et quand on parle de l'égalité des États, c'est-à-dire la reconnaissance de la souveraineté de chaque État. Et donc, du point de vue de droit international,
la souveraineté congolaise, la souveraineté de la RDC est égale à la souveraineté d'un État comme la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, et ainsi de suite. Et là, on nous a traités comme un sous-État, un État qui n'a pas l'intérêt de prévaloir sa souveraineté dans une sphère aussi internationale. Et donc ça, c'est une rupture diplomatique, une fracture même des relations internationales entre l'État congolais et la MONUSCO, je dirais même l'ONU. Et donc il faudrait que le dirigeant congolais, le président de la République, essaye d'assumer sa responsabilité et de tirer les conséquences. Mais quand il parle des armes sophistiquées que possède le M23, ce n'est pas une façon de faire peur à la RDC pour ne pas rétorquer? Non, mais pourquoi il va faire peur à la RDC alors que la RDC est un État membre de l'ONU? Nous avons ratifié la charte des Nations Unies. Et même dans cette charte, il est prévu dans un chapitre ce qu'on appelle la licéité de la légitime défense, c'est-à-dire la possibilité pour chaque État victime d'une agression venant d'un groupe rebelle ou d'un groupe armé ou encore d'une armée conventionnelle, chaque État membre de l'ONU a le droit de répliquer, le droit de rétorquer, et cela est une légitime défense. Et cela est prévu dans le texte qui régit effectivement les Nations Unies. Et donc aujourd'hui, on comprend que la dimension de relation entre l'ONU, je dirais même la dimension de relation entre les États-Unis vis-à-vis du Rwanda est beaucoup plus supérieure par rapport à nos relations avec les États-Unis aujourd'hui. Vous savez que le Rwanda a autrefois été membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cela constitue effectivement ce que moi je considère comme des externalités positives au bénéfice du Rwanda. Les dividendes économiques, enfin diplomatiques, au bénéfice du Rwanda, issus de son rapport diplomatique avec les États-Unis, autant pour les Nations Unies. Pareil pour la France. Regardez la relation du Rwanda avec la France. Les bénéfices diplomatiques, c'est que le Rwanda chapeaute l'Organisation internationale de la francophonie, alors que la RDC, c'est le deuxième pays au monde qui parle en mieux le français. Et donc, aujourd'hui, on comprend que la diplomatie congolaise est tellement faible. C'est une diplomatie qui n'arrive pas, effectivement, à participer dans le grande compétition diplomatique dans le concert de nations. Et aujourd'hui, on tire les conséquences. C'est un échec, c'est un résultat des fiascos. Et d'ailleurs, les discours de M. Guterres, en réalité, devraient mettre fin à cette chanson qui, par moments, était devenue comme une sorte de pollution sonore, la diplomatie agissante, alors que le résultat nous enseigne qu'il s'agit d'une diplomatie des statu-quo, une diplomatie d'échec, une diplomatie des fiascos. Et donc, aujourd'hui, je pense que nous devons recadrer nos tirs, réajuster nos relations diplomatiques avec l'ONU, avec le Rwanda, autant pour le reste des États qui voudraient contracter avec la RDC du point de vue diplomatique. Mais en écoutant Antonio Guterres, quelque part on dirait qu'il impose à ce que la RDC puisse se mettre de nouveau à table avec le Rwanda. Mais je vous ai parlé justement de degré de relation entre le Rwanda et l'ONU. C'est une question d'intérêt diplomatique. Et en politique, c'est les rapports de force qui s'imposent. Aujourd'hui, je vais vous étonner. La Maison-Blanche a organisé un dîner pendant que nous parlons là. Et on a invité tous les chefs d'État africains, sauf la RDC. Alors que nous avons des relations aussi d'État et qui datent de longtemps d'ailleurs avec les États-Unis d'Amérique. La RDC, aujourd'hui, par le biais de ceux qui commandent l'appareil de l'État, on nous a toujours fait comprendre que la RDC a des relations au beau fixe avec les États-Unis. Mais quid alors de la non-participation du président de la République dans ces salons diplomatiques avec les États africains face aux États-Unis d'Amérique, face à Joe Biden, le président américain. Et donc, tout cela justifie effectivement la faiblesse de notre diplomatie, le mauvais leadership conduit par les dirigeants congolais, et je pense que nous tirons tous ensemble les mêmes conséquences, et c'est quand même déplorable pour l'avenir de notre pays. Vous pensez qu'on parlera de la bonne diplomatie si on avait de bons dirigeants? Mais bien sûr. C'est une question de gouvernance. La gestion de la diplomatie d'un État, c'est une question de gouvernance politique. C'est une question des capacités, c'est une question de capacité managériale. Nous devons avoir des présidents capables de représenter valablement
les intérêts de notre pays. Vous aviez entendu le président Tshisekedi à l'entame de son pouvoir lorsqu'il a présenté les tarifs des valeurs de notre pays dans le concert de nations. Il a présenté toutes les potentialités de la RDC. Mais il ne suffit pas de présenter la RDC comme un pays possédant les ressources naturelles. Mais il faudrait plutôt présenter la RDC comme un pays capable de transformer ces ressources naturelles à des véritables unités économiques. Il a parlé des plus de 800 millions d'hectares de terres arables, il a parlé des 40 millions de terres irrigables, il a parlé des 26 sites greniers avec des semences améliorées capables d'alimenter plus de 2 milliards de citoyens africains. Et donc la RDC, du point de vue agricole, a cette grande capacité d'autosuffisance alimentaire, non seulement d'alimenter notre pays, mais aussi d'alimenter les restes du monde. Et même sur le plan de l'énergie, nous avons une capacité en termes de 106 000 mégawatts, capable d'alimenter tous les continents africains. Récemment, vous aviez entendu le forum d'IRC Africa, avec comme thème l'avènement de la batterie électrique, parce que le véhicule électrique, ça fait partie des enjeux dès l'heure. Et la RDC, c'est un État monopole, parce que nous régorgeons en quantité, je dirais, innombrable, les ressources nécessaires pour effectivement répondre à ces enjeux mondiaux autour de la batterie électrique. Et donc, question d'avoir des grands leaders capables de capitaliser toutes les potentialités que nous avons pour faire effectivement du Congo un État développé, un État de progrès et un État qui peut se mettre au cœur de l'Afrique. À défaut de quoi, on parlera toujours de ce même paradoxe, un pays riche et en même temps un pays avec un peuple le plus pauvre du monde. Et vous pensez que Matata Ponyo sera un bon leader? Non, mais ce n'est même pas question de penser. C'est plutôt question d'analyser la qualité de la gouvernance telle que proposée par Matata pendant qu'il était à la tête du gouvernement. Aujourd'hui, au nom du principe de la continuité de l'État, on se sert des œuvres laissées par M. Matata. C'est cela le leadership de qualité. C'est cela la gouvernance de qualité. Transco, c'est Matata. 7 ans après, on continue à se servir du Transco. Matata, avec sa politique de l'indépendance économique, il a permis à la RDC d'avoir 4 avions pour la création de la société Congo Airways. Mais Boukangalonzo, c'est un échec. Non, mais qui vous dit que Boukangalonzo, c'est un échec? Si ce n'est pas la rue. Or, moi, je ne me réfère pas à la rue. Moi, je considère ces plateaux de télévision comme un réceptacle des idées républicaines. Vous êtes journaliste d'investigation et vous savez puiser les sources d'informations ici à Kinshasa. Heureusement que vous êtes habitant ici à Kinshasa. Il y a eu un temps où, dans les différents carrefours de la ville-province de Kinshasa, il y a eu des conteneurs de vente du maïs Boukangalonzo. Or, lorsqu'on arrive au niveau de la consommation, c'est-à-dire le projet Boukangalonzo, dans sa première phase, avait respecté la chaîne des productions, disons la chaîne de consommation. Quand on parle de la chaîne de consommation, effectivement, on fait allusion à la production, à la distribution, à la commercialisation et finalement à la consommation. Et donc, la finalité pour tout projet agricole, c'est la consommation. Donc, aussi longtemps que le Quinois ont consommé le maïs Boukangalonzo, cela voudrait dire que la première phase du projet avait obtenu des résultats escomptés. Mais le problème, c'est après Matata, c'est les déluges. Posons-nous la question, au nom du principe de la continuité de l'État que je viens d'évoquer tout à l'heure. Qu'est-ce que Sami Badibanga a fait du projet Boukangalonzo? Qu'est-ce que Bruno Tshibala a fait du projet Boukangalonzo? Et donc, aujourd'hui, en termes de réformes, vous ne pouvez pas placer Matata sur le diapason de ce que nous considérons aujourd'hui comme des médiocres de la République, parce que le résultat de la gouvernance de Matata sont tellement très clairs, ce sont des résultats patents. Et d'ailleurs, ça fait quand même belle lurette, où notre pays a toujours usé de ces modèles de l'agriculture informelle. Ce sont nos mamans qui nous plantent les légumes, les maïs, les cacahuètes, avec de l'agriculture artisanale. Il a fallu qu'il y ait une gouvernance agricole claire pour transiter de l'agriculture moderne à une agriculture industrialisée. Et Matata a osé pour ça. Il est parti. Le projet est là. On a même déployé une commission parlementaire là à Boukangalonzo. On a vu les machines sont là et les maïs pourris. Après Matata, c'est les déluges. Et d'ailleurs, il y a même un dicton politique qui nous dit « les hommes passent, les institutions restent ». Matata vous laisse Transco, à vous d'entretenir Transco. Matata vous laisse Congo Airways, à vous d'entretenir Congo Airways. Regardez même dans certains secteurs, je prends le cas de l'administration, il y a assez des réformes avec des résultats qui s'accompagnent. Je prends le cas de l'ENA.
École nationale d'administration qui a dans son actif aujourd'hui plus de 700 jeunes affectés dans le service public de l'État avec comme objectif les rajeunissements du secteur. L'intelligence vient d'un acteur politique qu'on appelle le professeur Augustin Matata Mponyo Mapon. Je ne vous parle même pas des Saint-Sap. Je ne vous parle même pas de certaines réformes, notamment dans le secteur d'assurance. Et donc aujourd'hui, Matata, c'est un acteur déterminant. Et d'ailleurs, après sa gestion, il fait d'ailleurs partie des rares acteurs politiques, après avoir géré la res publica, il a été consulté comme expert de la bonne gouvernance auprès de certains États africains. Lorsqu'on l'avait convoqué pour cette même affaire, Bukanga Alonso, il était au Guinée-Conakry. C'était pourquoi? C'était pour prêcher la bonne nouvelle du leadership et de la bonne gouvernance que nous considérons comme la condition inéluctable pour le progrès de la nation congolaise. Et donc, Matata, c'est un monsieur à respecter parce que le résultat des Matata sont là. Immeuble intelligent est là. Vous pouvez critiquer Matata, vous pouvez l'insulter. Autrefois, nos ministères étaient des locataires ici, à Gombe. Et c'est grâce à Matata qu'on a un bâtiment pour le compte de l'État. Oui, vous pouvez insulter Matata, mais autrefois, les fonctionnaires de l'État percevaient l'argent entre les mains de certains individus. Autrefois, on parlait des Maboko Bank. Et aujourd'hui, il y a la bancarisation. C'est ça, les résultats de la bonne gouvernance. Et donc, parlons de Matata avec un minimum de respect, parce que nous pensons que ce pays a besoin des Matata, a besoin de gens comme Matata. Et d'ailleurs, l'ironie du sort, Joseph Kabila, lorsqu'il avait pris le pouvoir, lui-même, il avait reconnu de n'avoir pas au moins 15 personnes autour de lui. Et c'était à cette époque, après avoir fait ces constats malheureux pour l'avenir du pays, ce constat fait par M. Joseph Kabila, qu'il a eu l'avantage d'avoir M. Matata. C'était en 2012. C'est en 2012, une année après, en 2013, on a vaincu le M23. On a gagné le combat avec le M23 grâce à la gouvernance sécuritaire de M. Matata. Et aujourd'hui, le M23 est réapparu sous la gouvernance de M. Tshisekedi. Donc, je pense que parler des Matata en termes d'action, nous avons toute une liste d'actions que nous pouvons présenter, mais malheureusement, le sujet, ce n'est pas Matata, mais au moins, en termes de gouvernance, Matata reste un paradigme référentiel de gouvernance, et avoir des gens comme Matata, peut-être 2, 3, 4, 5, je crois qu'on peut parler du Congo en termes de progrès. Ça montre que vous êtes un bon élève. Mais avant de continuer, on va suivre cette vidéo et on se retrouve juste après. Il est impératif que les Nations Unies interviennent avec diligence et plus de fermeté pour éteindre ce brasier, et ce, dans le respect absolu des règles du droit international. La République démocratique du Congo souscrit à la position de l'Union africaine et appelle toutes les parties au conflit à suivre la voie du dialogue et du droit préconisée par l'Afrique, qui a par ailleurs l'expérience de gestion des crises sécuritaires provoquées par des groupes armés dans certains de ces États. À ce sujet, les Nations Unies savent que mon pays, la République démocratique du Congo, est victime d'une crise sécuritaire aiguë qui dure depuis plus de 20 ans à l'est de son territoire national. Tout observateur honnête et de bonne foi reconnaît que cette crise est causée principalement par les convoitises que suscitent ces fabuleuses richesses naturelles et les ambitions de puissance de certains de ses voisins. Le peuple congolais reconnaît l'implication des nations et des partenaires extérieurs bilatéraux de la République démocratique du Congo pour juguler cette crise récurrente. Il leur en est reconnaissant et s'incline devant le sacrifice de vaillants soldats de la paix qui ont perdu leur vie au front. En dépit des efforts internes inlassables, massifs de l'ONU au Congo et de son soutien diplomatique pendant 23 ans, le mal sécuritaire continue à ronger mon pays. Afin d'éradiquer définitivement l'insécurité, restaurer une paix durable et assurer la stabilité à l'est de la République démocratique du Congo, plusieurs accords ont été signés avec les groupes armés et même avec les pays voisins, sous la garantie de la communauté internationale.
des mécanismes nationaux et internationaux ont été créés. Toutes ces perspectives de règlement définitif du conflit n'ont duré que l'espace de quelques mois. Vite, l'architecture s'est fissurée et l'édifice s'est écroulé. Et vous avez suivi les discours du président de la République à la 77e Assemblée générale de l'ONU. Quelle est votre impression? Bon, mais demander de faire des impressions face au discours du président de la République me fait un tout petit peu rire parce que, écoutez, tous nous avions compris que le président de la République était plaintif. Il a tenu un discours, c'est vrai, dénonciateur, parce qu'il a indexé le Rwanda du haut de la tribune des Nations Unies. Mais moi, ça ne m'étonne pas. Moi, ça ne me surprend pas. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que M. Tshisekedi dénonce le chose. Ce n'est pas devant les Nations Unies seulement que M. Tshisekedi dénonce le chose. Il a été même, lui-même, président de la République, il dénonce deux choses qui, en réalité, entrent dans l'actif de sa propre gouvernance et dans son propre pays, il dénonce le chose. Il vous souviendrez que lorsqu'il a pactisé avec le Front commun pour le Congo, pour la création d'un gouvernement FCC cash, c'est après qu'il a dénoncé de n'avoir pas eu assez de possibilités de diriger les pays. Pourquoi? Parce que le FCC l'empêchait. Quelques temps plus tard, il s'est servi des béquilles avec cette majorité parlementaire des broderies confectionnées par la volonté politique de M. Tshisekedi. Il a obtenu le privilège de diriger les pays avec la totalité de pouvoir. Et quelques temps après, M. Tshisekedi s'est rendu devant le parlementaire pour dire, dénoncer, pour dire aux parlementaires, eh bien, écoutez, on a dans ce pays un problème de mauvaise coordination, un problème de pilotage. Alors que le président oublie que c'est lui le pilote en chef. Parce que le copilote, c'est M. Samalou Kondé, chef du gouvernement. Les membres d'équipage, c'est les membres du gouvernement. Les passagers, c'est nous, le peuple. Et donc, lorsqu'on parle du clash, la responsabilité revient au président de la République, les pilotes en chef. Et donc, moi, ça ne m'étonne pas de voir le président de la République se plaindre, dénoncer deux choses. On sait que lui, il est un peu beaucoup plus fort en termes de chapelet des bonnes intentions, mais dans la réalité, on sent un grand décalage entre le discours du président et l'action du président qui ne s'accompagne pas malheureusement. Et donc, c'était un discours d'un président qui pleure pour avoir été victime d'un micro-État comme le Rwanda. C'était un discours d'un président qui était au bout de ses stratégies, ne sachant quoi faire. Eh bien, monsieur le président s'est plaint devant les Nations Unies qui l'a d'ailleurs désavoué. C'est cela le problème. Ah donc, aujourd'hui, on a compris que la diplomatie de M. Tshisekedi n'a pas obtenu de résultats clairs. Et M. Tshisekedi déplore. Et donc, aujourd'hui, il faudrait que le président de la République essaye de rentrer vers l'intérieur, de compter pour son propre pays, de multiplier assez de stratégies pour renforcer notre armée. Parce que là, il fait cavalier seul. Les États-Unis ne le soutiennent pas. La France ne soutient pas la RDC. Et même notre partenaire traditionnel, la Belgique, ne soutient pas la RDC. L'ONU ne soutient pas la RDC. Encore chose grave, même l'Union africaine. Vous avez entendu le discours de Macky Sall comme le président actuel de l'Union africaine. Il n'a même pas fait cas de la RDC. Il n'a même pas cité Kivu. Il n'a même pas cité les M23. Et donc, même au niveau du continent, la RDC est isolée. La RDC est abandonnée. Et donc, à nous, Congolais, de revenir vers nous-mêmes, de peaufiner des stratégies. C'est en cela que je lance un appel au président de la République. Au nom de la solidarité, convivialité, fraternité et concorde nationale, le président de la République peut convoquer des tables rondes autour des questions sécuritaires ensemble, avec Joseph Kabila par exemple, ensemble avec Martin Fayoulou, le professeur Augustin Matata Mponyo Mapon, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba et tous ces ténors de la classe politique pour voir comment on peut résoudre le problème du Congo. Parce que la question de la sécurité, la question de la défense relève de l'apanage de la souveraineté d'un État. Soit on est fort pour protéger votre territoire, ou soit on est faible. Et d'ailleurs, qu'on parle de l'État, vous savez, madame, ceux qui ont appris la notion de l'État savent un peu plus que moi. Lorsqu'on parle de l'État, il y a une notion corollaire qui s'accompagne, la notion des éléments constitutifs de l'État. C'est-à-dire des éléments sans lesquels l'État n'existerait pas.
Et parmi ces éléments, les territoires étaient un attribut de base, un attribut de souveraineté. Sans le territoire, on ne parlerait pas de l'État. Et aujourd'hui, notre territoire est pris en otage par des groupes rebelles pendant plus de 3 mois aujourd'hui. D'où ma question. Dans le territoire de Bunagana actuellement, quelle est la monnaie qui circule? Dans le territoire de Bunagana actuellement, quels sont les drapeaux qui flottent? Quelle est l'autorité investie? Qui prélève le péage? Qui récupère l'argent de l'État congolais? C'est quand même très grave de se rendre compte, oui, effectivement, nous vivons avec des autorités, nous vivons avec des gouvernements, nous vivons avec un président dont la Constitution lui donne le qualificatif d'un symbole de l'unité nationale, le garant de bon fonctionnement des institutions de la République, les gardiens et protections de la Constitution, les commandants suprêmes, les magistrats suprêmes, père de la nation, président de la République et de surcroît, chef de l'État. Vous avez Mais déjà... incapable de protéger son propre pays. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que le peuple congolais fasse très, très, très attention. Parce que dans le premier mandat de Félix Tshisekedi, on parle de l'occupation de notre territoire. Et donc, si vous osez de donner un deuxième mandat, M. Tshisekedi, là, on parlerait de la balkanisation. Vous avez déjà Et on va perdre notre pays comme ça. Vous avez déjà visité Bunagana ou les Nord Kivu? Non, pas forcément. Moi, je n'ai pas visité Bunagana. Mais tout ce que nous savons, Bunagana est entre les mains de groupes rebelles. Vous suivez ça seulement à la télé? Non, mais c'est le président lui-même qui l'a dit, madame. Ce n'est pas moi. Les porte-paroles du gouvernement le disent. Personnellement, je voulais savoir si personnellement, vous avez déjà été dans ces coins-là. Non, mais si on parle aujourd'hui des États-Unis, on parle aujourd'hui de l'ONU. Je pense que vous n'y étiez pas encore. Vous et moi, personne n'a été au siège général des Nations Unies. On parle de l'ONU, on parle de la politique comme des citoyens avertis, comme des gens informés. Et nous savons qu'aujourd'hui, Bunagana est entre les mains de groupes rebelles. Point n'est besoin d'être forcément là-bas. Et même si je me donne le courage d'aller là-bas, c'est pour rencontrer qui? Les M23? Pour qu'on me considère comme un membre du M23? Mais pourquoi? Vous faites des idées ou des allusions? Bon, voilà. Non, mais madame, en revenant... s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Moi, je ne vous permets pas de faire une politique fiction sur le plateau. S'il vous plaît. Ce n'est pas à moi de faire les illusions sur l'affaire Bunagana. Non, s'il vous plaît. Non, je Bunagana ne dis pas... est entre les mains de groupes rebelles. Oui. Vrai ou faux? C'est entre les mains de groupes rebelles. Voilà, J'ai juste avançons. posé la Il faut même pas question parler des si vous illusions. avez déjà visité le coin. Non, mais vous n'avez jamais je vous dis visité. que le fait de ne pas visiter Bunagana ou encore de ne pas fouler mes pieds à Bunagana, cela ne rend pas faux. C'est ce que je dis tout à l'heure. Personne n'a dit que c'était faux. Merci beaucoup, ce on que peut vous avancer. avez dit. Voilà. Le président Félix parle de la convoitise de la RDC, de ses minéraux. Est-ce qu'on doit continuer avec cette chanson chaque jour pour montrer aux yeux du monde que nous avons des difficultés dans notre pays? Non, mais je vous ai dit que la relation entre les États, c'est une relation de rapport de force. Soit vous êtes capable de préserver vos intérêts, soit vous devenez victime des États qui vous convoitent. Aujourd'hui, prenez le cas de l'Ukraine, par exemple. L'Ukraine et la Russie. Regardez comment il y a des puissances mondiales qui tournent contre la Russie, mais si la Russie essaye de résister, c'est parce qu'il a un certain nombre de points forts. Aujourd'hui, la Russie a orienté sa politique économique vers la Chine, par exemple. Parce qu'il y a quand même des États qui profitent de la situation pour pactiser avec la Russie afin effectivement de couler la matière russe, notamment le gaz. Mais la RDC, quel est le ciment des relations entre la RDC et le Rwanda? Si c'est un ciment économique, alors prenons des sanctions économiques contre l'État que nous considérons comme un État agresseur. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est vrai, nous avons des ressources naturelles, mais on ne parle pas du développement d'un pays par rapport aux ressources naturelles. Il faudrait transformer ces ressources à des véritables unités économiques. On parle de la capacité d'un pays par rapport à sa production. Et la RDC, du point de vue de la production, je crois que la balance est à zéro. On ne produit rien, on importe tout de l'extérieur. Comment on peut vaincre la guerre aussi longtemps que nous sommes un pays économiquement faible? Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors? Non, mais il faudrait commencer par remercier M. Tshisekedi, qu'il parte. Ça, c'est la première des choses, parce que quand le cancer est là, la première des choses, il faut faire passer les cancers. Parce que Tshisekedi, c'est une gangrène. C'est un virus pour le pays. Il faudrait l'extirper, il faudrait les faire partir. Parce que je pense au Congo, il y a des Congolais capables
de mieux diriger ces pays. Il y a des Congolais capables de transformer ces pays en termes de ressources naturelles à un véritable développement. Monsieur Manix, si vous étiez président de la République, oui, qu'est-ce que vous allez faire dans quel secteur pour protéger nos minéraux non, mais écoutez, que beaucoup madame, de gens convoitent? Écoutez, madame, c'est tellement simple. Je vous ai dit, le grand problème qui freine le progrès de la RDC, c'est un problème de leadership de qualité, un problème de gouvernance de qualité. Tenez, sur le plan de la sécurité et défense, pour qu'on parle de la puissance d'une armée, il y a au moins quelques 2-3 indicateurs majeurs, notamment l'effectif militaire. Ça fait partie des critères pour justifier la puissance d'une armée. Mais l'ironie du sort, la RDC a l'avantage d'avoir un effectif un peu plus costaud, parce que nous sommes 5e pays en Afrique en termes de l'effectif militaire, après l'Érythrée, Soudan du Sud, Maroc et l'Égypte. Nous avons plus de 150 000 militaires. Le Rwanda à peine n'a que 33 000 militaires. C'est-à-dire du point de vue de l'effectif, nous sommes une armée forte. Deuxième chose, c'est le deuxième critère, les critères budget. Pour qu'on parle d'une armée capable, puissante, forte, il faut allouer un budget conséquent pour l'armée. C'est avec ces budgets qu'on va acheter les armes. C'est avec ce budget qu'on va équiper le matériel militaire pour notre pays, acheter les avions militaires, les hélicoptères militaires et ainsi de suite. Et le troisième critère, c'est la formation. La formation militaire. Est-ce que nous avons des commandos formés pour faire face à des situations de guerre? Est-ce que nous avons des parachutistes militaires formés pour effectivement servir la République dans des contextes de guerre? C'est cela le problème. Et donc moi, président de la République, la seule chose, et je le considère comme le levier d'ailleurs du développement d'un pays, le moteur même, et d'ailleurs l'élément qui fait dépendre tous les autres secteurs de la vie nationale, c'est l'économie. Il faut booster l'économie. Parce qu'on aura une armée forte dès lors que la balance économique de notre pays est supérieure. Et donc aujourd'hui, si les choses ne marchent pas, parce que la gouvernance de M. Tshisekedi est faible à tous les niveaux, tant sur le plan économique que sur le plan diplomatique, encore chose grave, on a décrété l'état des sièges. Et c'est sous l'état des sièges qu'on parle de l'occupation de Bunagana. Vous imaginez? Qui dit état des sièges, on a installé l'autorité militaire dans la partie est de notre pays, l'Ituri et le Nord Kivu. Mais comment vous pouvez imaginer là où il y a les militaires? La RDC est occupée. Et encore que le jour qu'on avait pris Bunagana, le jour qu'on avait récupéré Bunagana, ce n'était pas après la confrontation entre le M23 et l'armée. Ces gens-là sont venus comme ça et ils ont trouvé un espace vide. C'est-à-dire les militaires congolais se sont retirés. D'où ma question. Qui a donné l'ordre aux militaires congolais de se retirer? Donc vous allez vous rendre compte que la situation de la RDC est tellement préoccupante. Et donc si aujourd'hui nous continuons d'orienter notre choix vers les dirigeants incapables, eh bien on va tirer les mêmes conséquences pour l'avenir. N'oublions pas qu'aujourd'hui nous avons pratiquement plus de 60 ans d'expérience en tant qu'un État indépendant. Mais jusqu'où on va parler d'un Congo debout, comme l'a dit notre hymne national? Jusqu'où on va parler d'un Congo de progrès, un Congo économiquement fort, un Congo au cœur de l'Afrique, un Congo capable de résoudre le problème du monde, comme l'a dit Franck Fanon. Le Congo est cette gadget pour déclencher les véritables développements de l'Afrique et du monde. C'est désolant, c'est décevant d'avoir de dirigeants incapables. Vous avez même vu les scandales en termes de corruption, des détournements, des proches du président de la République. Entre-temps, le président de la République fait sa sympathie d'amour avec les représentants du peuple en gonflant l'enveloppe salariale de députés. Mais les militaires, ceux-là qui ont signé les serments que Tokoku Fapona Ekolo, quid pour nos éléments de la FRDC? Les infrastructures militaires, les écoles pour les camps militaires, les hôpitaux. Non mais, ils sont quand même sérieux. Il y a eu une commission parlementaire, la commission sécurité et défense. Ils ont pondu un travail très intéressant. Et ils ont dégagé comme coût pour ne serait-ce que couvrir l'état des sièges dans la zone est de la RDC. Ils ont dégagé une enveloppe de 500 millions de dollars. Mais entre-temps, la République est en train de lapider de l'argent comme ça. Si vous prenez les 45 000 ou encore 50 000 dollars par palissade, vous le multipliez par le nombre de députés, 500 députés, plus les 100 et quelques sénateurs au Sénat. Non mais ce sont 2 millions. Est-ce que vous pensez que la MONUSCO
doit continuer son mandat. Non, mais retirer la MONUSCO ou continuer avec la MONUSCO, moi je pense que ce n'est pas ça le problème, madame. Ce n'est pas la MONUSCO qui nous interdit de récupérer Bunagana. Pas du tout. Ce n'est pas la MONUSCO qui avait décrété l'état de siège. Ce n'est pas la MONUSCO qui élabore la stratégie de sécurité et défense pour la RDC. Pas du tout. Je vous ai dit que la question de sécurité et défense est une question de souveraineté nationale. La MONUSCO n'est qu'un partenaire. Et même lorsque vous voulez du départ de la MONUSCO, il faudrait vous assurer sur comment combler les vides de la MONUSCO. Est-ce que vous êtes capable? Si aujourd'hui les M23 avec la MONUSCO arrivent à avoir Bunagana, sans MONUSCO, on peut même arriver à la ville de Goma. C'est à nous d'être conséquents, c'est à nous d'être sérieux. Moi, je considère le problème de la RDC et le Rwanda comme la récente vidéo virale que nous avions vue sur les réseaux sociaux d'un policier qui avait tiré sur un Kuluna. J'espère que vous l'avez vu aussi. Et je prends le Rwanda comme ces Kuluna-là. Quelqu'un qui agresse la RDC. Il agresse en avançant, avec des menaces. Il est en train de scier sa machette. Il menace les policiers. Il menace la RDC. Les policiers reculent. Le policier, c'est la RDC, dans le cas sous examen. Il recule avec des plaintes. Il recule avec des dénonciations. Mais le jour où le policier s'est arrêté, il prend son arme, il tire sur le Kuluna, tout s'est arrêté là. Non seulement le Kuluna s'est arrêté, mais il recule. Non seulement il recule, mais il recule en pleurant. Le jour où M. Tshisekedi osera de tirer sur le Rwanda, tout va s'arrêter. Monsieur Manix, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous dire merci, madame. C'est la fin de l'entretien d'aujourd'hui. Je vous fixe rendez-vous pour les prochains numéros. Au revoir.